Merci Michel Devivo, Psychologie des bienfaits. Je me tourne maintenant vers Miguel Garcia Herraiz, qui est le secrétaire général adjoint en charge de l'eau et l'environnement au sein de l'Union pour la Méditerranée. On l'a dit en introduction de cet après-midi, souligner l'importance de la volonté politique, d'un engagement politique fort des États du pourtour méditerranéen. Je pense que c'est au centre de votre propos. Des institutions, qu'est-ce que l'on peut dire de l'engagement de l'Union pour la Méditerranée aujourd'hui, des difficultés, des blocages, des perspectives? Miguel Garcia Herraiz. Merci beaucoup. Je voudrais d'abord remercier les organisateurs, le Sénat, le collègue Fadi Comer du Liban et JWMed, un de nos partenaires plus étroits, comme vient de dire professeur Skolus. En effet, j'ai la formule un peu pour faire un peu plus bref mon intervention suite au désir de notre modératrice, parce qu'ici à Paris, c'est peut-être un peu inutile de parler trop de l'histoire de l'UPM, qui a été créée par l'impulsion de la France et de l'Espagne à Barcelone. Alors, je ne mettrai pas beaucoup dans l'histoire de mon organisation. Vous le connaissez, c'est l'eau, la diplomatie de l'eau, c'est dans le mandat originaire, fondateur de cette organisation. C'est déjà dans la déclaration de Paris et de Marseille, et puis la déclaration d'Amman sur l'eau, qui a donné à cette malheureuse stratégie de l'eau qu'on n'a pas réussi à faire approuver finalement, et qui est un véritable échec de notre organisation, de nos États membres. Et vous parlez avant est-ce que l'eau a été négligée dans cette diplomatie de changement climatique? Bon, peut-être. L'eau tombe sous l'idée de l'adaptation au changement climatique, mais cette manque d'une stratégie a visiblement nuit les efforts diplomatiques, les efforts de capacitation technique dans ce dossier, les efforts de financement, très importants. Le professeur Skolus a déjà mentionné le fait que dans l'année 2017, l'UPM travaille, et on a la réunion déjà mardi, pour préparer une nouvelle ministérielle de l'eau qui devra adopter une ligne de travail pour aboutir à un nouvel agenda commun de l'eau dans la Méditerranée. On l'appelle comme ça très longuement pour éviter le malheureux mot de stratégie, mais quand même, c'est une stratégie de l'eau. Et on espère, avec cette démarche politique, de mettre de nouveau l'eau à la hauteur des enjeux politiques et capter l'attention des bailleurs de fonds, de gouvernements, et de mettre en place cet agenda pour renouveler les engagements de tout le pays. Très brièvement, je veux mentionner qu'il a été dit ici avant, mais la méthodologie de l'Union pour la Méditerranée, qui a beaucoup de repères avec ce qui vient d'être dit. On travaille au niveau de gouvernement, mais on est très conscient qu'on ne peut pas rester seulement au niveau du gouvernement. On a très bonnes relations avec les régions, les communautés locales, la société civile et les entreprises et les bailleurs de fonds, les banques internationales. C'est tout un réseau, et notre point fort, c'est peut-être la capacité de mettre ensemble tous ces acteurs dans un même but et d'établir le lien qu'ils puissent avoir entre eux. Mais pour moi, il est important de laisser aussi quelques idées en réaction, en tant que table ronde, de retirer des idées. Je pense que pour moi, c'est déjà très enrichissant de partager avec vous, de vous écouter. Je voudrais apporter un petit plus des idées aussi, mais il me semble que c'est important de retirer l'idée que l'eau, ce n'est pas l'eau. Finalement, c'est une idée que j'aurais prise d'un collègue d'Israël au début de mes fonctions, c'est le fait que l'eau, c'est la gouvernance de l'eau. Il n'y a rien de plus important que la capacité de gouverner la gestion de l'eau. Et parce que finalement, l'eau, c'est une ressource qui est mal partagée, mal distribuée, mais qui est là. Mais c'est la capacité de gouvernement de gestionner cette difficile ressource, de le partager, de le gérer avec le voisin, mais c'est la capacitation technique de chaque pays. Le professeur Skolus a parlé de les efforts dans ce domaine-là. Il faut garder bien l'esprit l'importance de cet aspect. C'est aussi le financement. Finalement, les barrages, comme vient de dire le président,
Le secrétaire général, ce sont des investissements coûteux, importants. Mais maintenant, on a aussi la désalinisation qui est nécessaire pour apporter de l'eau dans des communautés qui n'ont pas le ressource dans l'eau superficielle. C'est cher. Le traitement des eaux résiduelles, des déchets, c'est coûteux aussi. On en a parlé de le nexus entre l'eau, l'énergie et la sécurité alimentaire. En Espagne, on le connaît très bien. Par exemple, la région de Murcia, quand on parle avec les autorités là, ils n'ont qu'une seule idée dans la tête. C'est le coût de l'énergie, parce que ça se traduit dans le coût de leurs produits dans les marchés internationaux, produits agricoles. Dans cette nouvelle agenda de l'eau de la Méditerranée 2017, il est prévu qu'on s'engage sur la question de migrants et l'eau. C'est compliqué. L'eau, c'est compliqué. La question de migrants, c'est compliqué. Mais on est clair, quand il y a une montée immense de la population dans une période trop courte, les ressources d'eau sont au bout de leurs possibilités, la capacité de gestion d'un pays aussi. C'est pour cela que bien au-delà de questions transfrontalières, qui sont très difficiles évidemment, il faut penser que les conflits qui peuvent venir de l'eau ne viennent pas seulement de conflits transfrontaliers, mais c'est quand il y a une diminution de la capacité d'un État en tant que de fournir des services de l'eau à la population, il y a des tensions dans la population. Il y a de nouvelles causes pour les migrations. Le conflit lié au prix du pain, on les connaît dans l'histoire récente des pays de Nord-Afrique, souvent. Ça peut être lié à la situation de manque d'eau. Tout cela, qu'est-ce que peut faire l'Union pour la Méditerranée? On travaille sur un agenda de l'eau, on travaille pour pousser vers une capacitation technique des gens, pour avoir ces contacts multiniveaux entre toutes les autorités, cette diplomatie multiniveau, se mettre d'accord sur un cadre, et on travaille sur des projets concrets aussi. C'est un des éléments fondateurs de l'UPM, c'est de voir la politique et de la symboliser via des projets importants. Moi, je viens de participer au lancement en Tunisie le projet intégral de dépollution du lac Bizerte. C'est un lac au nord de la Tunisie, très pollué par les industries publiques, mais qui, à travers un projet qui était labellisé par la UPM, maintenant a la possibilité de développer de l'eau plus propre pour le lac, créer des opportunités d'emploi dans la région de Bizerte. Il y a une possibilité de projet dans l'avenir, le bassin du fleuve de Drin, comme a été mentionné par Skoulos, grâce à leur travail, mais ça pourrait aboutir finalement à une labellisation de projet au cours de 2017, un projet qui est important politiquement, comme il a dit. Et il y a lié à bassin de Jourdain le travail qu'on fait pour faciliter le lancement, la construction de la plante de désalinisation de Gaza. Quand on parle du bassin de Jourdain, c'est un projet qui fait de la partage de l'eau entre les pays riverains, mais il faut penser qu'il y a des compensations aussi qui vont au-delà de le bassin. Ces compensations, disons, techniques, mais qui comportent aussi de l'eau qui peut arriver à Gaza, en compensation de transfert de l'eau dans le nord, dans le sud du bassin. La plante de désalinisation de Gaza, aujourd'hui, c'est le projet phare de l'UPM. C'est un projet pour 2 millions d'habitants. C'est un projet énorme, 600 millions d'euros, mais qui a la possibilité, s'il y a une bonne volonté politique, on en a parlé au début de la nécessité de volonté politique, entre Israël, la Palestine et la communauté internationale, qui se doit mettre à l'œuvre pour faciliter le financement et mettre pression sur tous les acteurs locaux pour qu'ils s'engagent dans un projet qui est vital pour une région. Bon, merci. Merci.